Je m'appelle Clara Dubois. La nuit où ma sœur m'a dit de trouver une autre table parce que je ne faisais pas partie de la vraie famille. Des rires ont éclaté autour de moi, puis ils m'ont glissé la note de $3500. J'ai payé en silence, mes mains tremblaient, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé pour toujours. Le tintement des couverts et le murmure des conversations remplissaient le restaurant. Mais pour moi, le son s'est brouillé en un bourdonnement creux après que les mots d'Hélène ont coupé l'air. Ma chaise a raclé doucement lorsque je me suis levée, faisant attention à ne pas montrer combien mes genoux tremblaient. J'ai parcouru les quelques pas jusqu'à une table près du bar. Chaque clic de mes talons était ponctué de murmures et de regards de travers d'étrangers qui avaient entendu assez pour reconstituer l'humiliation. Je me suis assise seule, joignant mes mains sur mes genoux, sentant le poids de leurs regards plus lourd que n'importe quel lustre au-dessus de moi. De là où j'étais assise, je pouvais encore les entendre. Victor se vantant de ses investissements, Harold riant à une histoire qu'il avait déjà racontée une douzaine de fois. Marguerite louant Hélène pour son goût en vin. Leurs rires ont encore gonflé, comme si me renvoyer n'avait été qu'un divertissement pour eux. Lorsque les assiettes ont été débarrassées et que les fourchettes à dessert ont cliqueté contre la porcelaine, je me suis préparée à la dernière piqûre. Le serveur s'est approché, hésitant légèrement avant de placer la note devant moi. Mes yeux se sont posés sur les chiffres inscrits sur le papier. 3500 $. Un souffle aigu s'est bloqué dans ma gorge. Hélène s'est penchée en arrière sur sa chaise, son sourire narquois délibéré, et a dit d'un ton assez doux pour être venimeux, « Vas-y, Clara. Considère cela comme un petit merci pour toutes ces années où nous t'avons gardé sous notre toit. » Mes doigts tremblaient lorsque j'ai glissé ma carte dans le portefeuille, ma signature vacillant sur le reçu. J'ai forcé un sourire au serveur, essayant de masquer la brûlure de la honte qui montait dans ma poitrine. Lorsque j'ai rendu le portefeuille, j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Ce moment, leur rire, la note, le regard triomphant dans les yeux d'Hélène, se sont gravés en moi comme une cicatrice. Je quittai la table la tête haute. Mais à l'intérieur, je portais un serment aussi tranchant que du verre brisé. Il ne déciderait plus jamais de ma valeur. J'ai grandi avec des rappels gravés dans chaque instant que je n'appartenais pas. Le jour du 16e anniversaire de Victor, l'allée brillait d'une voiture flambant neuve, les voisins se rassemblant pour l'admirer, tandis que je me rendais à pied pendant des kilomètres à l'école avec des chaussures qui laissaient entrer la pluie. Hélène recevait des robes emballées dans du papier de soie, des couleurs vives et intactes, tandis que je mettais des vêtements qui sentaient le placard et la moisissure, leurs coutures usées avant même qu'elles ne touchent ma peau. Lorsque je demandais ce que je pouvais étudier ou ce que je pouvais devenir, la réponse n'était jamais un encouragement. C'était un rappel sec et bref qu'il fallait être reconnaissant d'avoir un toit tout court. Si ce n'eût été d'Éléonore, j'aurais peut-être accepté leur version de la vérité. Elle était la seule qui me voyait, la seule qui est venue à ma remise de diplôme et m'a pressé un livre dans les mains, sa voix stable dans le bruit d'un gymnase bondé. Tu n'as besoin de personne pour te donner de la valeur, Clara. Tu la construiras toi-même. Cette phrase est restée avec moi, une graine qui a survécu à chaque rejet. Éléonore interrompait rarement la cruauté de la famille, mais ses yeux étaient toujours là, vifs, attentifs, comme si elle enregistrait silencieusement chaque blessure. Son regard seul me rappelait que je n'imaginais pas ce qui se passait. Cette nuit-là, au restaurant, je m'étais préparée à me glisser dehors sans me faire remarquer une fois la note payée. Mon humiliation semblait complète, et je voulais seulement m'échapper. Mais le raclement de la chaise d'Éléonore a surpris la pièce en silence. Elle s'est levée. Le pied fermement planté, sa voix remplissant chaque coin. Je ne resterai pas assise à vous regarder démolir Clara une seconde de plus. Le bavardage s'est arrêté. Les fourchettes se sont figées en l'air. Ma poitrine s'est serrée lorsqu'elle a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe portant un sceau. J'ai signé un nouveau testament hier, a-t-elle déclaré. Chaque propriété, chaque entreprise, chaque action appartient à Clara. Aucune d'entre vous n'héritera. Les mots ont atterri comme un coup de tonnerre. Le verre de Victor lui a échappé des mains et s'est brisé sur le sol. La mâchoire d'Hélène est tombée, son visage tordu par l'incrédulité. L'expression d'Harold et Margaret s'est vidée de couleur, mon pouls a rugi dans mes oreilles comme si mon propre corps ne savait pas comment contenir un tel choc.
À cet instant, le restaurant élégant a cessé d'être un lieu de lustre et de verre à vin. C'était une arène, et je n'étais plus poussé sur son bord. J'en étais devenu le centre, l'œil d'une tempête qui se construisait depuis des décennies, prête à éclater. L'annonce d'Éléonore s'est propagée comme un feu de brousse, et en quelques jours, mon téléphone a été inondé. Les messages de Victor sont venus en premier, des menaces sèches qui se sont transformées en accusations directes. Ceux d'Hélène ont suivi, dégoulinant de venin déguisé en indignation. Puis la voix de Victor a percé un soir, vive et froide. Clara, ce charade ne tiendra pas. Nous allons te poursuivre en justice. Tu ne nous as pas assez embarrassés ? Maintenant, tu veux nous voler aussi ? Je me suis assise seule dans mon appartement de Portland, la lumière des lampadaires peignant des rayures sur les murs. Les mots faisaient mal, bien qu'ils ne me surprennent pas. J'avais toujours été le bouc émissaire, celle qu'on sacrifiait. Mais maintenant, exposée à la lumière du jour de la vérité, j'étais soudainement dépeinte comme une voleuse. Les tabloïds n'ont pas perdu de temps à alimenter la frénésie. Les couvertures de magazines criaient « Fille adoptive s'empare de la fortune » et « Anjou chercheuse d'or ». Les paparazzi ont capturé des photos de moi faisant mes courses, de moi sortant de mon bureau. Chaque cliché transformé en arme pour raconter l'histoire qu'ils voulaient bien. Des inconnus disséquaient ma vie avec jubilation. Leurs commentaires, un cœur de jugement. Le premier véritable coup a porté lorsque j'ai appris que Victor avait engagé un détective privé pour fouiller dans chaque recoin de mon passé. Le second a suivi rapidement. Hélène s'est déchaînée dans un studio de télévision, déclamant, insistant devant des millions de téléspectateurs que j'avais manipulé l'état fragile d'Éléonore. L'animateur hocha gravement la tête. Le public murmura en signe de sympathie. En regardant depuis mon appartement, je me sentais comme la méchante d'une pièce écrite par quelqu'un d'autre, piégée dans leur scénario. Mais alors, le tournant que je n'attendais jamais. Un après-midi tardif, Éléonore m'a convoqué dans son bureau de la maison près du lac Oswego. Des papiers étaient étalés sur son bureau, lourds d'encre et de preuves. Elle m'a glissé le dossier. « Clara, dit-elle doucement. Tu dois voir ça. Harold et Marguerite ne t'ont pas seulement maltraité. Ils t'ont volé. 600 000 $ que tes parents ont laissés pour tes soins et ton éducation. Ils ont tout dépensé. » J'ai feuilleté les relevés, ma poitrine se serrant à chaque ligne. La scolarité de Victor dans une école privée, les billets d'avion pour les vacances européennes d'Hélène, les rénovations de la maison familiale, tout cela tiré des fonds destinés à moi. Pendant des années, je me suis demandé si j'étais ingrate, si peut-être mes blessures étaient imaginaires. Mais en regardant les chiffres, j'ai connu la vérité. Je n'avais pas seulement été privée d'affection. J'avais été volée au moment où mes parents sont morts. Le lendemain matin, je me suis assise aux côtés d'Éléonore. Ses mains tremblaient alors qu'elle levait sa tasse de thé, sa voix plus fine qu'auparavant. J'ai posé la question qui pesait lourd sur ma langue toute la nuit. « Depuis combien de temps le savez-vous » Son soupir portait le poids des années. 2 ans, j'ai fait enquêter mon avocat discrètement. Je ne pouvais pas accuser sans preuve. Clara, il ne s'agissait jamais uniquement d'argent. Il s'agissait de la façon dont ils t'ont utilisé, de la façon dont ils ont construit leur vie sur ce qui était à toi, et je refusais de quitter ce monde avec ce mensonge encore debout. Son regard m'a fixé, inébranlable malgré les ombres sous ses yeux. Les médecins disent que c'est un cancer du pancréas de stade 4. Mon temps est court, mais avant de partir, je veux justice pour toi. Ces mots m'ont atteint plus profondément que n'importe quelle insulte que Victor ou Hélène m'avaient jamais lancée. Le soulagement qu'elle ait toujours vu la vérité s'est mélangé au chagrin de savoir que je la perdrais bientôt. Elle a tendu la main vers la mienne, sa prise faible mais ferme. Nous le ferons ensemble. Une conférence de presse, tous les documents, toutes les preuves mis à nu pour que tout le monde voie. Tu ne seras plus silencieuse. Je l'ai regardée, fragile mais inflexible, et quelque chose s'est allumé en moi. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai senti l'espoir monter au-dessus de la douleur. Cette fois, le monde m'entendrait. Cette fois, la justice ne serait pas la leur à tordre. La pluie ce matin-là semblait un avertissement. Petite piqûre froide contre mon manteau.
Alors qu'Éléonore et moi entrions dans la salle de conférence bondée, les appareils photo clignotaient comme une constellation hostile. Les microphones nous tendaient la main comme s'ils pouvaient extraire la vérité de l'air. Je me suis assise à ses côtés, les doigts crispés autour de l'accoudoir, écoutant tandis que Caldwell disposait les documents pour que les objectifs ne les manquent pas. Relevés bancaires, virements notariés, évaluation médicale qui prouvait ce qu'Éléonore avait longtemps affirmé être vrai. Quand elle a parlé, sa voix était plus ferme que la mienne. Elle a nommé les petites cruautés qui m'avaient suivi pendant des décennies, puis a poussé le papier et a dit clairement que l'argent destiné à mon éducation avait été détourné. La salle a retenu son souffle. Pour une fois, une blessure privée était devenue un dossier public. Puis Hélène a fait irruption dans l'encadrement de la porte, le mascara coulant sur ses joues, l'indignation dégoulinant de chaque syllabe. Elle m'a pointé du doigt et a accusé, fort, performatif, désespéré. Les caméras ont capturé avidement chaque tremblement dans sa voix. Au lieu de reculer devant le spectacle, Éléonore s'est penchée et a murmuré, « Vous voyez, ils s'autodétruisent. » Le mot ressemblait à une allumette frappée dans le noir. Je me suis assise là tandis que le monde regardait la blessure enfin exposer ses bords rugueux. La vidéo de l'explosion d'Hélène est devenue virale avant le dîner. Les flux sociaux se sont remplis de personnes qui ne m'avaient jamais connue offrant soudainement leur sympathie, tandis que d'autres creusaient pour trouver de la saleté. 3 jours plus tard, l'avocat de la famille a intenté un procès m'accusant de coercition et d'influence indue. Le narratif a basculé sur son axe. Le défenseur est devenu l'accusé. Puis sont arrivées les rumeurs. Un prétendu rendez-vous avec un riche client. Des insinuations d'impropriété qui n'avaient pas besoin de preuves pour piquer. Des conseils anonymes. Des journalistes opportunistes. Des titres venimeux, chacun un coup calculé. Une nuit, une voix d'homme m'a averti de m'éloigner ou d'être exposé. Mes mains tremblaient, pas seulement de peur, mais de fureur que j'avais longtemps gardée refoulée. Caldwell a étalé nos preuves sur la table basse d'Éléonore et a parlé avec la franchise de quelqu'un habitué aux tempêtes. Ils vont fabriquer du bruit. Nous répondons avec des faits. En regardant Éléonore se reposer, sa respiration superficielle, mais son regard inchangé, j'ai senti la forme de ce pourquoi nous nous battions. Pas l'argent, mais la vérité sur qui j'avais toujours été. Cette fois, je ne serai pas silencieuse. Le palais de justice brillait au soleil, mais à l'intérieur de la salle d'audience, l'air était épais de tension, lourd comme s'il pouvait être sculpté au couteau. J'ai poussé Éléonore jusqu'à notre table. Caldwell marchait à nos côtés avec une autorité tranquille qui me calmait. De l'autre côté de l'allée se trouvaient Harold, Marguerite, Victor et Hélène. Leurs costumes repassés, leurs expressions aiguisées en dagues de ressentiment. Leur avocat s'est levé le premier, la voix lisse mais coupante. Il m'a dépeinte comme une manipulatrice, une parasite qui avait prié sur la fragilité d'une vieille femme. Elle a exploité la faiblesse de Madame et, pliant son jugement pour voler ce qui n'a jamais été à elle, a-t-il dit, son regard me transperçant comme pour oser me faire nier. Chaque mot allumait la colère et le chagrin en égale mesure, car la vérité était plus simple. Je n'avais jamais voulu leur argent, seulement la reconnaissance, seulement la justice. Caldwell s'est levé avec une précision calme. Il a empilé les preuves et a ouvert chaque classeur pour que le tribunal voie. Les relevés bancaires ont retracé le vol de 600 000 $ retirés et redirigés pour couvrir la scolarité de Victor, les voyages d'Hélène, le confort d'Harold et Marguerite. Des témoins ont témoigné des années de froideur, des humiliations que j'avais endurées. Puis sont venus les dossiers médicaux, preuve claire de l'esprit vif d'Éléonore lorsqu'elle a signé son testament. Mais c'est la vidéo qui a fait exploser la salle de façon spectaculaire sur l'écran. Hélène a crié devant les journalistes, sa voix stridente et résonnante. Nous méritons cet argent. Nous l'avons élevé. Les mots ont résonné dans la chambre, une confession mise à nu. Je l'ai regardé pâlir à sa propre réflexion, les lèvres tremblantes. Je me suis levée, ma voix fragile, mais se solidifiant à chaque syllabe. Je ne suis pas ici pour voler. Pendant 30 ans, j'ai été invisible dans le seul foyer que j'ai jamais eu. Pousser des photos de famille, moquer dans des vêtements d'occasion, refuser même une petite demande de scolarité. Pendant tout ce temps, ce que mes parents m'ont laissé a été dépensé pour leurs propres enfants.
Aujourd'hui, je ne demande qu'une chose, qu'on me voie comme quelqu'un digne de justice. Le silence qui a suivi était immense. J'entendais mon battement de cœur dans mes oreilles, mais je n'ai pas vacillé. Le juge Morrison s'est penché en avant, ses cheveux argentés brillant sous les lumières fluorescentes, ses yeux vifs et définitifs. Ayant examiné les preuves et les témoignages, ce tribunal déclare le testament valide. La succession est attribuée en totalité à Clara Dubois. Harold et Marguerite ont l'ordre de rembourser les $600 000 détournés avec intérêt, portant le total à 1,8 million de dollars. Cette affaire est close. Son marteau a frappé. Le son était à la fois un tonnerre et une libération. En face de moi, Harold s'est effondré sur sa chaise comme si le poids des années l'avait enfin écrasé. Marguerite a enfoui son visage dans ses mains, ses sanglots étouffés contre le bois de la table. Victor a baissé la tête, toute sa bravade vidée, et Hélène a bondi sur ses pieds, sa voix se brisant en un cri. Non, c'est de la fraude. Ce n'est rien d'autre qu'une sangsue. Les huissiers se sont déplacés rapidement, la saisissant par les bras alors qu'elle donnait des coups de pied et hurlait, sa protestation se dissolvant en écho dans le couloir. Je suis resté immobile, les larmes coulant librement alors que je serrais la main fragile d'Éléonore. Elle a tourné son visage vers moi, sa voix un murmure, mais vive de fierté. Tu as gagné, ma chère, et tu l'as mérité entièrement. Ces mots ont rempli le silence laissé par leur défaite. Et pour la première fois, j'ai senti la balance pencher entièrement en ma faveur. La justice avait parlé, et elle portait mon nom. Le verdict s'est propagé comme une onde de choc, et bientôt la ville elle-même semblait bourdonner de mon nom. Les kiosques à journaux portaient ma photo sur les premières pages, les titres audacieux et défiants. Fille adoptive gagne, la justice contre une famille riche. La photo n'était pas celle d'une femme dépeinte comme un fardeau ou une opportuniste. C'était moi, debout, droite, les mains jointes avec une détermination calme, une figure qui avait enfin parlé et avait été entendue. Les présentateurs de télévision ont rejoué des extraits du procès, leur voix résonnant dans les salons à travers le pays. La vue d'Hélène hurlant aux caméras. Ses propres mots retournés contre elle ont été rejoués si souvent qu'ils sont devenus un symbole de l'arrogance qui se défait. Pour la première fois de ma vie, le public ne riait pas de moi. Il écoutait. Quand une chaîne locale a demandé une interview en direct, j'ai senti le tremblement familier de la peur. Les caméras avaient toujours été utilisées pour tordre mon histoire, pour découper ma vie en morceaux qui rentraient dans leurs gros titres cruels. Mais cette fois, je savais que l'histoire viendrait de mes lèvres. Je me suis assise sous les lumières chaudes du studio, l'animateur en face de moi, et j'ai parlé clairement. La partie la plus difficile de ce combat ne concernait pas l'héritage, ai-je dit, ma voix portant plus loin que je ne l'avais prévu. C'était de vivre sous un toit où je n'ai jamais été traitée comme une fille. Chaque jour, on me rappelait que j'étais une étrangère. La décision ne rend pas seulement l'argent volé. Elle restaure la dignité. Pas seulement pour moi, mais pour chaque enfant qui s'est entendu dire qu'il était moins parce qu'il était adopté. Le studio est tombé dans un silence, le genre qui vibre parce que les gens retiennent leur souffle. Puis les applaudissements ont éclaté, s'élevant comme une marée, se propageant dans les foyers par la diffusion. Plus tard, des lettres et des messages ont afflué. Des adoptés, des enfants placés, des personnes qui avaient vécu des années dans l'ombre. Leurs mots faisaient écho au même sentiment. Merci d'avoir dit ce que nous ne pouvions pas, je suis sortie de cette interview les épaules plus légères qu'elles ne l'avaient jamais été. Un poids que j'avais porté pendant des décennies était enfin tombé. Pas parce que le passé avait changé, mais parce que je l'avais revendiqué pour ce qu'il était, et refusé de rester silencieuse plus longtemps. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de signatures, de dépôts légaux et de gros titres. Mais sous la tempête publique, la vérité privée persistait. Éléonore s'affaiblissait, ses pas devenaient plus lents, sa respiration plus superficielle, son corps plus fragile chaque jour. J'ai passé des heures au chevet de sa chambre, la lavande remplissant l'air des sachets qu'elle gardait près de sa commode. Elle dormait souvent, mais quand ses yeux s'ouvraient, il scintillait encore de la flamme qui avait alimenté sa voix au tribunal. Un soir, elle a tendu la main vers la mienne, ses doigts frais mais fermes. « Clara » a-t-elle murmuré, la voix fine mais inébranlable. « Ne les laisse jamais te définir. Tu es mon héritage.
Pas à cause de ce que je t'ai laissé, mais parce que tu as trouvé la force de te battre quand il voulait que tu sois silencieuse. Des larmes ont coulé sur mes joues alors que je me penchais plus près, inhalant le parfum familier de ses cheveux, argentés et doux contre ma joue. J'ai murmuré en retour que je porterais ces mots toujours, que je l'honorerais, non pas avec de l'argent, mais avec la vie que je construirais. Quelques nuits plus tard, elle s'est éteinte dans son sommeil, son visage serein, sa main toujours lâchement enroulée dans la mienne. Le chagrin qui m'a déchiré était brut, mais en dessous pulsait quelque chose de plus fort. La vérité inébranlable qu'elle m'avait laissée plus que la richesse. Elle m'avait donné un univers de force et la permission de vivre défini non pas par leur cruauté, mais par ma propre résilience. 1 an plus tard, je me tenais à l'intérieur de la tour de verre de la Fondation Éléonore. L'œuvre de charité que j'avais construite en son honneur pour protéger les enfants placés qui avaient été rejetés comme je l'avais été autrefois. Sur les murs, des photographies d'enfants souriants brillaient d'espoir. Les gros titres ne me qualifiaient plus de fille adoptive à la recherche d'un héritage. Maintenant, on écrivait sur moi comme une leader, une femme qui avait transformé des cicatrices en force. Un magazine financier a même déclaré Clara Dubois, la femme qui a transformé la douleur en héritage. Et ma famille d'origine, Harold et Marguerite, ont tout vendu, se retirant dans un petit appartement. Le mariage de Victor s'est dissous sous le poids des dettes et l'empire d'Hélène s'est effondré en faillite. Son nom entaché. Un jour, elle m'a envoyé un email implorant le pardon, même de l'argent. Je l'ai supprimé sans hésitation. Il s'était détruit par cupidité. En me penchant sur le balcon, le coucher de soleil de Portland m'a baigné. Les mots d'Éléonore résonnaient doucement. La vengeance la plus douce n'est pas de les détruire. C'est de construire la vie qu'ils n'ont jamais cru que tu pourrais avoir. Et je savais que j'avais fait exactement cela.